mariage de 5 ans construit sur des mensonges s'est effondré avec une découverte choquante. Mon mari m'a utilisée pour s'emparer de ma fortune. Quand j'ai trouvé les plans cachés dans l'armoire, mon monde s'est arrêté. En montrant les preuves à mon avocat, il a simplement souri. Ce qui semblait être ma fin s'est transformé en le début de ma libération. Une histoire de trahison, de justice et de renaissance qui touchera votre cœur. Abonnez-vous, laissez un like et commentez d'où vous regardez. Jamais je n'aurais imaginé qu'à 55 ans, je serais assise dans un bureau luxueux de l'avenue des Lins, Champs-Élysées, écoutant mon avocat confirmer ce que mon cœur refusait d'accepter. Charles, l'homme qui me préparait le café tous les matins et m'appelait marraine, avait méticuleusement planifié chaque geste d'affection au cours des 5 dernières années. J'ai toujours soupçonné qu'un homme de 15 ans, mon cadet, puisse tomber amoureux de la propriétaire d'une chaîne de magasins de décoration. Mais il était convaincant. L'argent n'a jamais été important pour moi, Élise. C'est vous qui me fascinez. Quelle sotte j'ai été de croire ces paroles apprises. J'ai trouvé les documents par hasard. Une boîte à chaussures cachée dans le faux plafond de notre armoire. Peut-être comptait-il sur mon manque d'intérêt pour les réparations domestiques. Ironique pour quelqu'un qui a bâti un empire en vendant des meubles et de la décoration. Les feuilles tremblaient dans mes mains, tandis que je parcourais des notes détaillées sur mon patrimoine, des copies de relevés bancaires, des brouillons de procuration et un calendrier d'action pour les 2 prochaines années. Phase 4. Suggérer la vente des magasins de province en invoquant une optimisation. Exactement ce qu'il avait proposé lors de notre dernier dîner d'anniversaire de mariage. La douleur était physique. Une oppression dans la poitrine qui me faisait me pencher sur la table en marbre de la salle à manger. 3 décennies à construire le plus grand réseau de décoration du Brésil, et je n'avais pas remarqué l'escroc dormant à mes côtés. Les larmes coulaient silencieusement sur mon visage, tandis que je repassais mentalement chaque moment de notre relation. Les cadeaux coûteux qu'il prétendait refuser parce qu'il ne se souciait pas des biens matériels. Les voyages d'affaires qui s'étaient multipliés au cours de la dernière année. L'intérêt soudain pour les finances de l'entreprise, alors qu'il avait toujours affirmé ne rien comprendre aux affaires. Quand j'ai montré les documents à Maître Dubois, mon avocat depuis plus de 20 ans, je m'attendais à trouver de la gravité et de l'indignation. Au lieu de cela, après avoir soigneusement feuilleté chaque page, il a souri, un sourire contenu, presque imperceptible. Madame Élise, votre mari est méticuleux, je dois l'admettre, mais il a commis une erreur fondamentale. J'ai levé les yeux, intriguée. Il a falsifié votre signature sur un transfert de part de la holding à Lyon. Une falsification impressionnante, soit dit en passant. Mais il a oublié que ce document spécifique exigeait une légalisation notariée avec authentification. Votre mari a créé une trace claire d'intention frauduleuse. N'ai pas ressenti de soulagement immédiat, juste un calme étrange, comme si mon corps se préparait à une bataille qui exigerait plus de calcul que d'émotion. Combien de temps avons-nous avant qu'il ne réalise son erreur ? Ai-je demandé, pensant déjà comme la femme d'affaires, que j'avais toujours été, pas comme l'épouse trahie. S'il suit le calendrier qu'il a élaboré, environ 3 semaines. Assez de temps pour protéger votre patrimoine et préparer la documentation nécessaire. Maître Dubois parlait avec la tranquillité de quelqu'un qui avait déjà traité des cas similaires. Vous avez de la chance d'avoir découvert cela. Maintenant, encore quelques mois et nous aurions une situation bien plus compliquée. Chance. Quel mot inapproprié pour définir ma situation. J'ai tout eu, sauf de la chance. J'ai grandi dans le Marais, fille d'immigrants portugais qui ont travaillé dans la confection jusqu'à tomber malade. Alors que mes amis rêvaient de mariage parfait, je jurais que je construirais quelque chose que personne ne pourrait m'enlever, et j'y suis arrivée. J'ai commencé par vendre des articles importés sur les marchés, puis j'ai ouvert une petite boutique dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Aujourd'hui, Élise Home Design compte 32 succursales dans 10 États brésiliens. C'est peut-être pour cela que le mariage est arrivé tard pour moi. À 50 ans, j'avais déjà conquis tout ce que j'ambitionnais professionnellement, mais je rentrais dans un appartement vide tous les soirs. J'ai rencontré Charles lors d'un vernissage. Il était attentionné, cultivé, intéressé par chaque mot que je disais. Nos différences d'âge et financières semblaient insignifiantes face à la connexion que nous ressentions. Du moins, la connexion que je croyais naïvement ressentir. « Souhaiteriez-vous que je contacte la police immédiatement ?» a demandé Maître Dubois, interrompant mon flux de pensée. « Non. » Ma réponse fut instinctive.
Je veux d'abord comprendre l'étendue de tout cela. Je veux savoir qui est réellement cet homme que je pensais connaître. Charles Montenegro était une identité partiellement fabriquée. Né Charles Munier à Bordeaux, il avait légalement changé son nom de famille après un divorce houleux, 6 ans auparavant. Avant moi, il a eu des relations avec 2 autres femmes d'affaires prospères. L'une d'elles a perdu une partie importante de son patrimoine avant de découvrir les fraudes. L'autre a réussi à se protéger juridiquement, mais a subi un épuisement émotionnel qui l'a éloigné des affaires. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Les faits s'alignaient avec une clarté troublante. J'ai observé Charles dormir à mes côtés, son visage serein, ses cheveux grisonnants aux tempes qui me charmaient tant en lui donnant un air plus mature. Comment pouvait-il dormir si paisiblement, alors qu'il exécutait un plan pour me détruire? J'ai ressenti une haine glaciale, calculatrice. Je n'exploserai pas comme il s'attendait probablement à ce que je le fasse quand je découvrirai tout. Non, je serai aussi méthodique que lui. Le lendemain matin, j'ai maintenu la routine. Café fort pour lui, toast avec de la confiture d'abricot qu'une cliente rapportait de France spécialement pour moi. Sourire poli, question sur son emploi du temps de la journée, il est parti au travail, un bureau de conseil que je soupçonnais maintenant n'être qu'une façade pour ses opérations. Dès que je suis restée seule, j'ai commencé à agir. Premièrement, j'ai transféré des sommes importantes vers des comptes qu'il ne connaissait pas, anciens placements que j'avais gardés comme fonds d'urgence, héritage de la pensée prudente de mes parents immigrés. Ensuite, j'ai contacté les directeurs de 5 succursales stratégiques. Seulement des directives commerciales régulières, mais avec de légères modifications des procédures qui rendraient difficile toute tentative d'ingérence externe. Charles est revenu ponctuellement à 19h, comme toujours. Nous avons dîné en tenant une conversation banale. Extérieurement, j'étais la même Élise que toujours. Intérieurement, chaque cellule de mon corps était en état d'alerte, analysant ses expressions, détectant des schémas dans ses questions, apparemment innocentes. « Comment s'est passée la réunion avec le fournisseur italien ?» a-t-il demandé nonchalamment. « Nous avons dû reporter. Problème avec la documentation pour l'importation. J'ai menti avec la même naturelle avec lequel il vivait. La réunion avait eu lieu et nous avons conclu un contrat important. Information qu'il utiliserait certainement s'il le savait. 3 jours plus tard, je suis rentrée plus tôt à la maison et j'ai trouvé l'appartement vide. Rien d'anormal, à part le tiroir du bureau légèrement ouvert. Charles ne laissait jamais de tiroir ouvert. Il était presque obsessionnel avec l'organisation. Une vérification rapide a confirmé. Il avait emporté son passeport, son acte de naissance et quelques documents personnels. Les cadeaux coûteux qu'il avait reçus pendant notre mariage, montre suisse, boutons de manchette en or, stylo de collection, restaient intacts. 1 heure plus tard, j'ai reçu un message sur mon téléphone portable. « Élise, nous devons faire une pause. Je ne suis pas l'homme que tu mérites. Ne me cherche pas. J'ai besoin de régler des problèmes de mon passé. » J'ai ri seul au milieu du salon. Un escroc avec un sens du dramatique. Il a compris que j'avais découvert quelque chose. Mais apparemment, il ne savait pas exactement quoi, ni combien. Sa fuite soudaine, laissant les objets de valeur, ne correspondait pas au profil méticuleux que j'avais vu dans les documents. C'était la première incohérence significative. « Il teste probablement votre réaction », a expliqué Maître Dubois quand je l'ai informé de la disparition. « Il veut voir si vous allez le confronter immédiatement ou si vous allez essayer de le localiser désespérément. Les 2 réactions lui donneraient des informations précieuses. Et si je ne réagissais tout simplement pas, cela le déconcertera. Le silence est rarement la réponse que les fraudeurs attendent. J'ai suivi le conseil. Je n'ai pas répondu au message. Je ne l'ai pas cherché. Je n'ai montré aucun changement public dans ma routine. J'ai continué à gérer mes magasins, à assister à des événements sociaux, à avoir des réunions avec des fournisseurs et des clients importants. La douleur et la colère restaient, mais maintenant canalisées dans une détermination froide. Chaque nuit seule à la maison était un exercice de maîtrise de soi et de planification. Lors du traditionnel dîner de charité de l'Institut culturel brésilien-italien, organisé au Grand Palais, j'ai vécu la première grande surprise dans ce processus. Je parlais avec un groupe d'architectes quand j'ai remarqué une femme qui m'observait avec insistance. Une 40aine d'années, cheveux bruns courts, une posture élégante qui contrastait avec des vêtements trop simples pour cet environnement. Madame Élise Vieira, elle s'est approchée pendant le cocktail.
Pourrais-je vous parler en privé? Je m'appelle Cécile Laurent. Je suis professeure de littérature brésilienne à l'Université de Paris. Nous avons trouvé un espace relativement isolé près des fenêtres qui offraient une vue panoramique du centre de Paris. Excusez mon approche directe, mais je vous ai reconnu grâce aux photos sur les réseaux sociaux. Vous êtes marié à Charles Montenegro, n'est-ce pas? L'utilisation du présent « est marié » n'est pas passée inaperçue. Oui, bien que nous soyons temporairement séparés. Elle a souri avec amertume. Laissez-moi deviner. Ni a disparu soudainement, laissant un message vague sur le fait de régler des problèmes du passé. Mon cœur s'est accéléré, mais j'ai gardé une expression neutre. Connaissez-vous mon mari? J'ai connu Charles quand il utilisait encore le nom de famille Munier. Nous sommes sortis ensemble pendant près de 2 ans, et il a également disparu abruptement quand j'ai commencé à poser des questions sur les incohérences dans ses histoires. Pendant les 30 minutes suivantes, Cécile a partagé une version de Charles que je n'avais jamais connue. Fils unique d'une institutrice de Toulouse, diplômé en administration d'une université privée de second rang à Paris, collectionneur, obsessionnel de livres rares, en particulier les premières éditions de poètes modernistes. Il avait monté une petite librairie dans le quartier de Montmartre. Il était toujours endetté, mais refusait de vendre certains exemplaires de sa collection même dans les pires moments financiers. Cela ne correspondait pas à l'image de l'escroc calculateur. Charles n'a jamais montré d'intérêt particulier pour la littérature pendant notre relation. Il préférait les musées d'art et les spectacles musicaux. Et il n'a certainement jamais mentionné une librairie ou des dettes passées. « Pourquoi me racontez-vous cela maintenant ?» ai-je demandé quand elle a terminé son récit. Cécile a hésité. « Parce que j'ai appris qu'il recommençait. » Un collègue du département de psychologie a mentionné un patient anonyme avec un cas très spécifique, un homme qui maintient des identités parallèles et des relations simultanées, non par compulsion émotionnelle, mais comme stratégie de survie, économique. Elle a fait une pause. Les similarités étaient trop nombreuses pour être une coïncidence. J'ai obtenu son nom après quelques recherches et me voici. Vous avez encore des sentiments pour lui. Ce n'était pas une question. Elle a détourné le regard vers la ville illuminée en bas. J'ai des sentiments pour la personne que je pensais qu'il était, et pour la femme que j'étais quand je croyais en lui. J'ai reconnu en elle un reflet de mon propre processus. La dualité entre la colère de la trahison et la douleur de la perte, non pas de la personne réelle, mais de l'idée que nous en sommes faites. Je vous remercie de votre honnêteté, Cécile. Cela m'aidera plus que vous ne l'imaginez. Dans les semaines suivantes, j'ai approfondi mes recherches. J'ai engagé un détective privé recommandé par Maître Dubois, Auguste Servier, un ancien commissaire de police spécialisé dans les fraudes financières. C'est lui qui a découvert la propriété en Provence. C'est un domaine de 3 hectares à Gonsalves, région montagneuse, enregistré au nom de la société MTC Entreprises Culturelles, a expliqué Auguste en me montrant des photos aériennes de la propriété. MTC n'a pas d'employés enregistrés ni d'activité commerciale apparente au cours des 2 dernières années, mais maintient un compte bancaire actif avec des mouvements mensuels entre 5 et 7 000 euros. Quelque chose dans le nom de l'entreprise a déclenché une alarme dans ma mémoire. MTC, Charles Munier Montenegro, les initiales inversées, et Gonsalves, une région qu'il avait mentionnée nonchalamment à plusieurs reprises comme un paradis caché en Provence où il aimerait prendre sa retraite un jour. J'ai décidé de visiter personnellement l'endroit. J'ai voyagé avec Auguste, en nous présentant comme des acheteurs potentiels intéressés par des propriétés dans la région. Le gardien, un homme simple nommé Jules, a facilement été persuadé de nous montrer le domaine quand nous avons mentionné des prix significativement supérieurs au marché. Ce que nous avons trouvé dans la maison principale était troublant. Une pièce entière transformée en réserve technique, avec contrôle de la température et de l'humidité. Sur les murs et dans des boîtes de stockage spéciales, j'ai immédiatement reconnu ma collection d'art latino-américain, des œuvres de Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Vic Muniz entre autres, qui avaient été déclarés perdus dans un incendie dans l'entrepôt de mon entreprise 2 ans auparavant. Incendie qui a généré une indemnisation d'environ 4 millions d'euros de la compagnie d'assurance. « Madame, ça va ?» a demandé Auguste en remarquant ma pâleur. « Non, je n'allais pas bien. Cet incendie s'est produit quelques mois après que j'ai officiellement présenté ma collection à Charles. Il avait montré un enthousiasme sincère, posant des questions détaillées sur la provenance, la valeur et la signification historique de chaque pièce. À l'époque,
J'avais interprété cela comme un intérêt sincère pour ma passion. Maintenant, je réalisais que c'était un inventaire pour l'escroquerie. Le plus effrayant était que je ne pouvais pas simplement dénoncer la découverte. J'avais signé les documents d'assurance, reçu l'indemnisation. Si j'affirmais maintenant que les œuvres étaient intactes, je serais enquêtée pour fraude, même involontairement. Charles m'avait tendu un piège parfait. « Nous devons partir d'ici », ai-je chuchoté à Auguste. Et il vaut mieux que personne ne soit au courant de cette visite. Sur le chemin du retour vers Paris, j'ai rompu mon silence auto-imposé et j'ai appelé Maître Dubois. « Je suis dans une situation impossible », ai-je expliqué, après avoir raconté ce que nous avions trouvé. « Si je dénonce le vol des œuvres, je m'incrimine pour fraude à l'assurance. Si je récupère secrètement les pièces, je deviens complice du même crime. » « Vous n'avez pas commis de fraude consciemment », a-t-il argumenté. « Il existe des moyens de prouver que vous avez été induite en erreur par votre mari. Et comment expliquer que je n'ai pas reconnu ma propre collection sur les photos de l'incendie ? Charles m'a montré des images de tableaux carbonisés, de sculptures fondues. J'aurais dû me rendre compte que c'était des contrefaçons. Vous êtes un peu trop dur envers vous-même. Personne ne s'attend à une trahison de ce niveau de la part de quelqu'un qu'on aime. Amour. Le mot sonnait absurde maintenant. Ce que j'ai ressenti pour Charles était une illusion élaborée, soigneusement construite pour exploiter mes vulnérabilités. La femme d'affaires implacable, qui signait des contrats de plusieurs millions sans hésitation, avait été complètement aveugle dans le domaine personnel. La semaine suivante, fuyant l'oppression que je ressentais à Paris, j'ai accepté une invitation au festival d'hiver de Megève. La musique a toujours été mon refuge, et l'idée de quelques jours immergés dans des concerts classiques semblait l'échappatoire parfait. Je me promenais dans le centre de Megève, quand a eu lieu la rencontre qui allait complètement changer ma compréhension de la situation. Au café Baden-Baden, une dame d'environ 70 ans m'a fait un signe discret de la main depuis une table éloignée. Initialement, j'ai ignoré, pensant que c'était une erreur. Mais elle s'est levée et a marché d'un pas décidé vers moi. « Madame Élise, je suis Thérèse Munier, la mère de Charles. J'étais paralysée. Selon Charles, sa mère était décédée quand il avait 20 ans. Il m'a même montré de vieilles photos et un petit médaillon qui, disait-il, lui avait appartenu. « Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre », ai-je répondu en essayant de m'éloigner. « Je ne confonds pas. Charles m'a montré vos photos de nombreuses fois. Il a dit qu'il était amoureux de la femme la plus extraordinaire qu'il ait jamais rencontrée. » Ses yeux fatigués soutenaient les miens avec fermeté. Il m'a fait promettre de ne jamais vous chercher. Il a dit qu'il avait honte de ses origines modestes, que je gâcherais tout si j'apparaissais. J'ai fait face à de nombreuses négociations. Difficiles dans ma vie, mais rien ne m'avait préparé à parler avec la mère soi-disant décédée de l'homme qui prévoyait de me ruiner. Pendant 2 heures, sur un banc de la place au son lointain de la répétition de l'orchestre symphonique, Thérèse m'a raconté une histoire qui ne correspondait complètement ni à la version de Charles, ni à l'image de l'escroc froid que j'avais construite. Charles a grandi dans des conditions modestes à Toulouse. Fils unique de Thérèse, institutrice veuve, qui luttait pour les élever avec un salaire minimum. Dès son jeune âge, il a montré une intelligence exceptionnelle et un talent particulier pour comprendre les gens, leurs désirs, leurs faiblesses, leurs besoins émotionnels. Il a obtenu une bourse complète dans une école privée réputée, où il côtoyait des camarades de classe sociale bien supérieure. C'est là que la transformation a commencé, a expliqué Thérèse avec tristesse. Il a appris à se réinventer, à cacher nos origines, à créer des récits qui le rapprochèrent de ce monde qu'il désirait tant. Il a obtenu son diplôme en administration et a tenté une carrière dans des entreprises traditionnelles, mais ne s'est jamais adapté à la structure corporative. Il a ouvert une petite librairie spécialisée dans les ouvrages rares, profitant des connaissances acquises. Lors de ses emplois d'adolescent dans des librairies d'occasion, l'entreprise a prospéré modérément, jusqu'à ce qu'une inondation détruise une grande partie du fonds. Les dettes se sont accumulées. C'est alors qu'il a rencontré Cécile. « Mon fils n'est pas un monstre », a défendu Thérèse avec la loyauté inébranlable que seules les mères possèdent. Mais il a un talent terrible pour se convaincre que ses fins justifient les moyens, qu'un jour il compensera tous les dommages qu'il a causés. « Étiez-vous au courant des escroqueries, des fraudes ?» Thérèse a baissé les yeux. Je soupçonnais. J'ai essayé de le confronter plusieurs fois, mais Charles est un maître pour ne raconter que les parties convenables de la vérité.
Il disait qu'il réorganisait les finances, qu'il égalisait les disparités. Elle a fait une pause douloureuse. Puis il vous a rencontré. Quelque chose a changé. Pour la première fois, il semblait sincèrement impliqué. Il parlait de construire quelque chose de légitime, d'utiliser ses talents pour grandir à vos côtés, pas à vos dépens. De belles paroles pour couvrir d'autres mensonges. Peut-être. Mais j'ai aussi vu une vraie culpabilité en lui. Il me rendait visite secrètement tous les 2 mois, apportant toujours des cadeaux élaborés dont je n'avais pas besoin. Comme s'il essayait d'acheter le pardon pour quelque chose qu'il n'arrivait pas à confesser. Cette conversation m'a profondément troublée. La figure unidimensionnelle du méchant calculateur gagnait des complexités gênantes. Non pas que cela justifie ses actions, mais cela rendait tout plus confus émotionnellement. En retournant à Paris, j'ai reçu la 3e grande révélation. Maître Dubois avait engagé des experts en investigation internationale pour suivre les éventuels développements des activités de Charles à l'étranger. Le résultat a été choquant. Il mène une vie parallèle à Cannes, en France, a expliqué l'avocat en me montrant des photographies et des documents. Là-bas, il est connu sous le nom de Charles Montenegro Dubois, homme d'affaires dans l'import-export. Il est marié depuis 12 ans avec Marianne Dubois, professeure d'université. Ils ont 2 adolescents, Mathieu, 16 ans, et Sophie, 14 ans. La révélation m'a frappée comme un coup physique. Non seulement la trahison conjugale, mais l'existence d'une famille complète, établie des années avant que je ne le rencontre. Les escroqueries financières semblaient presque secondaires face à cette double vie. Les enquêteurs ont confirmé que cette famille est également manipulée financièrement, a continué Maître Dubois. Charles contrôle les finances de la maison, gère un héritage important que Marianne a reçu de ses parents et a récemment commencé à transférer des actifs vers des comptes offshore. Le savent-ils? Le sait-elle? Apparemment pas. Ils croient à l'histoire de l'homme d'affaires prospère qui doit voyager constamment. Les enfants le considèrent comme une figure héroïque, en particulier le garçon, qui prévoit de suivre les traces de son père dans les affaires internationales. J'ai eu la nausée. Une chose était d'escroquer financièrement des femmes avec lesquelles il avait des relations brèves. Une autre, complètement différente, était de construire une vie de famille étendue basée sur des mensonges, impliquant des enfants innocents qui grandissaient en admirant un homme qui n'existait pas. C'est pendant les traditionnelles festivités de la Saint-Jean que j'ai organisées pour les employés et les partenaires de l'entreprise que j'ai eu la 4e révélation troublante. Jeanne, mon assistante personnelle depuis 8 ans, personne de confiance totale qui connaissait chaque détail de ma vie professionnelle et une grande partie de ma vie personnelle, s'est montrée nerveuse pendant toute la célébration. Initialement, j'ai attribué cela au stress des préparatifs, mais alors je l'ai surprise en pleine conversation téléphonique, chuchotée à l'extérieur, mentionnant clairement le nom de Charles. J'ai retenu l'impulsion de la confronter immédiatement. Au lieu de cela, j'ai discrètement demandé à Auguste, le détective, de la surveiller dans les jours suivants. La confirmation est venue rapidement. Jeanne a rencontré Charles dans un hôtel sur l'autoroute du Soleil. Ce n'était pas une rencontre romantique, mais clairement professionnelle. Ils ont échangé des documents, ont conversé intensément pendant près de 2 heures. La trahison professionnelle a fait presque autant mal que la personnelle. Jeanne connaissait chaque aspect vulnérable de mes affaires, chaque plan stratégique, chaque acquisition potentielle. Entre ses mains, ces informations étaient des armes mortelles pour quiconque prévoyait de me ruiner financièrement. Je la licencie immédiatement ? Ai-je demandé à Maître Dubois quand je l'ai informé de la situation. Pas encore. Nous allons utiliser cela à notre avantage. Laissez-la penser qu'elle n'est toujours pas suspectée, mais commencez à lui donner des informations contrôlées, légèrement modifiées. Cela nous permettra de suivre exactement ce qui est partagé et nous mènera peut-être à d'autres personnes impliquées. Pendant les semaines suivantes, j'ai suivi méticuleusement ce plan. J'ai partagé avec Jeanne, en toute confiance, des informations sur des négociations fabriquées, des problèmes financiers potentiels inexistants, des plans de restructuration que je n'implémenterai jamais. Chaque appât soigneusement surveillé. C'est en analysant ce flux d'informations que j'ai fait une autre découverte alarmante. En examinant d'anciens relevés bancaires, j'ai identifié un schéma de petits transferts vers un compte obscur, qui avait commencé non pas il y a 5 ans, lorsque j'ai rencontré Charles, mais 7, 2 ans avant même de savoir qu'il existait. Cela impliquait que le plan pour m'atteindre avait été élaboré bien avant notre rencontre apparemment fortuite au vernissage. Ce n'était pas une coïncidence. J'ai été étudié,
sélectionné et approché comme une cible. La perfection avec laquelle Charles s'est adapté à mes préférences personnelles, à mes intérêts culturels et même à mes insécurités non révélées était le résultat d'une recherche minutieuse. Mais qui aurait pu fournir des informations aussi détaillées sur moi avant même le premier contact ? La réponse se trouvait dans le suivi de ce compte obscur. Le bénéficiaire final était une société de conseil spécialisée dans la recherche concurrentielle, et celui qui a engagé ses services était Richard Breton, mon ancien associé, qui a vendu sa participation dans l'entreprise après un désaccord sur l'expansion internationale il y a 6 ans. Richard n'a jamais complètement accepté que j'avais raison concernant la stratégie commerciale. Le temps a prouvé que ma vision était plus juste. Les magasins ont connu une croissance exponentielle en suivant mon plan, tandis que ces nouvelles entreprises ont successivement échoué. Apparemment, la vengeance a été planifiée froidement et patiemment. Cette découverte a tout changé. Ce n'était pas seulement Charles agissant seul, mais une conspiration plus large, avec des motivations qui dépassaient le simple gain financier. Il y avait un élément de vengeance personnelle qui rendait tout plus dangereux et imprévisible. Octobre est arrivé avec un rebondissement que je n'aurais pas pu anticiper. Charles est réapparu. Pas furtivement ni par hasard, mais avec un appel direct sur mon téléphone portable personnel. « Élise, nous devons parler. Je sais que vous avez découvert presque tout, mais vous ne savez pas l'essentiel. » J'ai gardé mon calme. Et pourquoi croirais-je quoi que ce soit que vous dites maintenant ? Parce que je suis prêt à tout rendre. Chaque centime, chaque œuvre d'art, chaque actif que j'ai détourné, tout ce que je demande, c'est de l'aide pour protéger ma famille au Portugal. L'audace était déconcertante. Votre famille ? Vous faites référence à votre femme et à vos enfants que vous avez cachés pendant tout notre mariage. Un silence pesant. Alors vous avez vraiment tout découvert. Sa voix était différente. Il n'y avait pas la confiance habituelle, le charme étudié. Il sonnait fatigué, vaincu. Ils sont en danger, Élise. Pas directement à cause de moi, mais par association. Les créanciers de Richard ont découvert le plan et maintenant ils menacent de s'en prendre à Marianne et aux enfants si je ne leur remets pas certains documents compromettants. Richard Breton, vous admettez avoir travaillé avec lui contre moi ? Initialement, oui. C'est lui qui m'a engagé, qui a financé l'opération au début. Mais les choses ont changé. Ont-elles changé comment ? Avez-vous soudainement développé une conscience ? Il a soupiré. Je ne m'attends pas à ce que vous le croyiez, mais oui, quelque chose a changé. Je n'avais pas prévu de tomber amoureux de vous, Élise. C'était censé être juste un travail, comme d'autres avant. Mais vous, il a hésité. Vous êtes différente. Authentique d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Ces 2 dernières années, j'ai vécu un enfer personnel, essayant de concilier ce que j'ai commencé avec ce que je ressens réellement. Épargnez-moi le mélodrame, Charles. Ou devrais-je vous appeler Charles Munier-Dubois ? Combien d'autres noms utilisez-vous ? Je mérite ça, et bien plus encore. Je vous demande seulement de me rencontrer une fois. Après, si vous voulez toujours me livrer à la police, j'en accepterai les conséquences. J'ai consulté Maître Dubois immédiatement après l'appel. Il a été catégorique. C'est un piège. Il veut vous manipuler émotionnellement ou créer une situation compromettante. Vous ne devez en aucun cas le rencontrer seul. J'ai accepté son évaluation, mais quelque chose dans la voix de Charles, une vulnérabilité que je n'avais jamais détectée auparavant, me troublait. De plus, la mention des créanciers de Richard et des menaces contre des innocents était un nouvel élément que nous ne pouvions pas complètement ignorer. Nous avons convenu d'une approche prudente. La rencontre aurait lieu dans un lieu public, avec une sécurité discrète et des dispositifs d'enregistrement. J'ai choisi le Louvre, récemment rouvert après des années de restauration. Un samedi après-midi, avec suffisamment de monde pour assurer la sécurité, mais pas au point de rendre impossible une conversation privée. Charles est apparu ponctuellement, sans l'apparence impeccable qu'il avait toujours maintenue. Il était visiblement abattu, avec une barbe de plusieurs jours et des cernes profonds. « Merci d'être venu », a-t-il dit simplement lorsque nous nous sommes assis sur un banc éloigné, près du jardin. « Allons droit au but. Quel document compromettant Richard recherche-t-il » Il a sorti une clé USB de sa poche. Tous les 10 enregistrements des opérations financières illicites des 8 dernières années. Non seulement ce que nous avons fait contre vous, mais des schémas antérieurs, impliquant le blanchiment d'argent, la fraude fiscale et le détournement de fonds publics dans 3 États différents. Richard n'est pas seulement un homme d'affaires. Rancunier,
mais une pièce maîtresse dans un réseau de corruption plus vaste. Pourquoi devrais-je croire cela? J'ai gardé un ton froid, malgré l'agitation intérieure que je ressentais. Parce que j'ai inclus des preuves contre moi-même. Cette clé USB m'incrimine autant que Richard. Si vous la remettez aux autorités, nous irons tous les deux en prison. Il m'a regardé droit dans les yeux. C'est un risque que je suis prêt à prendre pour assurer la sécurité de ma famille. J'ai examiné son visage à la recherche des signes de manipulation que je pouvais maintenant identifier. Le léger haussement du sourcil droit quand il mentait. Le clignement excessif des yeux quand il préparait une histoire. Je n'en ai trouvé aucun. Votre famille au Portugal sait qui vous êtes vraiment? Il a détourné le regard. Marianne a découvert des parties de la vérité récemment. Ça a été dévastateur pour elle. Les enfants ne savent toujours pas, et j'espère pouvoir leur expliquer à ma manière, s'il est encore temps. Et comment exactement puis-je aider? Qu'est-ce que vous demandez? L'asile temporaire et une protection juridique. Marianne et les enfants arriveront au Brésil dans 3 jours avec des identités provisoires. J'ai besoin de les garder. En sécurité jusqu'à ce que nous puissions témoigner contre Richard et ses associés. Après cela, j'accepterai toutes les conséquences légales de mes actes. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. L'homme qui avait méticuleusement planifié de me ruiner implorait maintenant mon aide. Une partie de moi voulait refuser, immédiatement, le laisser affronter seul le scénario chaotique qu'il avait créé. Mais une autre partie, peut-être la femme d'affaires pragmatique ou peut-être quelque chose de plus profond et d'humain, reconnaissait l'opportunité unique qui se présentait. Je vais réfléchir. Mais avant, j'ai besoin d'une preuve concrète de vos intentions. Quelque chose qui démontre que ce n'est plus l'un de vos plans élaborés. Charles a acquiescé, comme s'il s'attendait déjà à cette condition. Juste. Il y a un coffre-fort à BNP Paribas, agence Saint-Germain-des-Prés, enregistré au nom de la société MTC. Le code est votre date de naissance inversée. S'y trouvent des documents de transfert qui vous restituent la propriété légale de toutes les œuvres d'art à Gonçalves, ainsi que des preuves de dépôt effectués sur des comptes offshore qui peuvent être rapatriés. Le niveau de détail et l'offre d'accès immédiat aux actifs détournés étaient de quelque chose que je n'attendais pas. Cela signifiait qu'il s'était vraiment préparé pour cette conversation, que ce n'était pas une décision impulsive. Une dernière question, Charles. Pourquoi? Pourquoi avez-vous commencé tout cela? Il a passé la main dans ses cheveux grisonnants, un geste que je trouvais autrefois charmant et qui semblait maintenant juste le tic nerveux d'un homme acculé. La réponse facile serait de dire que c'était pour l'argent, ou par vengeance à la demande de Richard, mais la vérité. Il a pris une profonde inspiration. La vérité est que pendant très longtemps, j'ai été accro à l'adrénaline de réinventer ma vie, d'être accepté dans des mondes auxquels je n'ai jamais appartenu naturellement. Chaque nouvelle escroquerie était plus difficile, plus élaborée que la précédente. J'avais besoin de me prouver que j'étais capable de surmonter mon propre fardeau de pauvreté et d'insignifiance. Il y avait une vulnérabilité sincère dans sa confession qui m'a prise au dépourvu. Pas de sympathie pour l'escroc, mais une reconnaissance troublante de la complexité humaine que nous préférerions ignorer. Les gens sont rarement des monstres unidimensionnels, même lorsque leurs actions sont monstrueuses. Je vous contacterai par l'intermédiaire de Maître Dubois dans les 48 heures avec ma décision, ai-je finalement répondu en me levant pour clore notre rencontre. Alors que je m'éloignais, j'ai entendu sa voix basse derrière moi. « Merci, Élise, d'avoir écouté au moins. » Les jours suivants ont été de profondes réflexions et de recherches. Premièrement, j'ai confirmé avec Maître Dubois l'existence du coffre-fort mentionné et son contenu. Tout était exactement comme Charles l'avait décrit. Ensuite, nous avons vérifié la véracité des menaces contre la famille au Portugal. Nos contacts ont confirmé des mouvements suspects près de leur résidence à Cannes et des tentatives d'intrusion dans le système scolaire où les enfants étudiaient. C'est pendant cette période turbulente que j'ai reçu le diagnostic qui allait tout remettre en perspective. Ce que j'imaginais n'être que stress accumulé et nuit blanche était en réalité un lymphome à un stade précoce. Traitable, mais qui nécessiterait une chimiothérapie immédiate et une concentration totale sur la guérison pendant les prochains mois. Vous devez réduire considérablement votre niveau de stress, a expliqué le docteur Dubois, oncologue à l'hôpital européen Georges Pompidou. Ces questions émotionnelles complexes peuvent avoir un impact significatif sur le traitement. Assise dans le cabinet médical, face aux examens qui confirmaient la maladie, j'ai éprouvé une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Les machinations de Charles, les trahisons, les révélations récentes,
Tout semblait soudainement moins urgent face à ma propre mortalité. « Combien de temps devrais-je consacrer au traitement ?» ai-je demandé. « Au minimum 6 mois de thérapie intensive. Ensuite, un suivi régulier pendant quelques années. Votre pronostic est excellent, mais seulement si vous donnez la priorité à votre santé maintenant. » En sortant de l'hôpital, j'ai pris une décision qui surprendrait tous ceux qui me connaissaient comme la femme d'affaires implacable. J'ai convoqué une réunion extraordinaire avec Maître Dubois, avec qui j'ai passé les heures suivantes à élaborer un plan que beaucoup considéreraient comme insensé. « Êtes-vous absolument sûr ?» a-t-il demandé à plusieurs reprises. « Il existe des alternatives moins risquées. » Oui, pour la première fois depuis longtemps, je suis absolument sûre de ce que je dois faire. Le lendemain matin, j'ai rencontré Charles dans un café discret près du jardin du Luxembourg. Son expression a révélé sa surprise de me voir si tôt. Il s'attendait clairement à ce que je prenne les 2 jours complets pour décider. « J'accepte de vous aider, vous et votre famille », ai-je annoncé sans préambule, mais avec des conditions non négociables. Il a semblé soulagé mais prudent. « Je vous écoute. Premièrement, vous fournirez toutes les preuves contre Richard et ses associés, sans omission. Deuxièmement, vous signerez une confession complète sur tout ce que vous avez fait contre moi et d'autres femmes, qui sera temporairement gardée secrète par Maître Dubois. Troisièmement, vous restituerez officiellement chaque centime et chaque bien que vous avez détourné, avec une documentation complète et transparente. » Charles a acquiescé lentement. « Je suis d'accord avec tout cela. Ce sont des termes justes. Je n'ai pas terminé. Quatrièmement, et le plus important, vous gérerez mes entreprises pendant les 6 prochains mois, en suivant strictement les directives que j'établirai, pendant que je m'absente pour traiter des problèmes de santé. » Son visage a montré le choc que j'attendais. « Vous, me demandez de gérer votre patrimoine ? Après tout, je ne demande pas. J'exige. Avec une supervision légale rigoureuse, bien sûr. Maître Dubois et une équipe d'auditeurs indépendants surveilleront chaque décision, chaque mouvement financier. Vous aurez l'autorité opérationnelle, mais aucun accès direct au fonds. Mais pourquoi ? Pourquoi me confieriez-vous cela ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Parce que vous êtes brillant en affaires, Charles. Votre esprit stratégique est véritablement exceptionnel. Je l'ai utilisé contre vous ces dernières semaines en étudiant vos méthodes. Et parce que c'est votre seule chance de rédemption réelle, pas seulement des mots ou des promesses, mais des actions concrètes qui profitent à quelqu'un d'autre que vous-même. Il est resté silencieux pendant près d'1 minute, digérant la proposition. « Votre diagnostic est-il grave ?» a-t-il finalement demandé, avec une intuition qui l'a toujours caractérisée. « Traitable, avec un engagement total, quelque chose que je ne peux pas faire pendant que je gère 32 magasins dans 10 États. Vous pourriez désigner n'importe quel cadre de confiance. Pourquoi moi ? J'ai souri avec un calme qui m'a surprise moi-même. Parce que vous avez plus à perdre si vous échouez. Parce que vous connaissez mes affaires intimement après les avoir étudiées pendant des années pour me frauder. Et parce que, ironiquement, vous êtes le seul à comprendre pleinement la valeur de ce que j'ai construit, puisque vous avez si méticuleusement planifié comment me le prendre. Le 5e grand revirement de cette histoire s'est produit lorsque Maître Dubois, analysant minutieusement les contrats de mariage et autres documents légaux, a découvert quelque chose d'extraordinaire. « C'est presque incroyable », a-t-il expliqué dans ma chambre d'hôpital après la première séance de chimiothérapie. En raison d'une particularité des lois brésiliennes sur la protection du patrimoine, le plan élaboré par Charles a involontairement créé une situation où non seulement il ne pourrait pas accéder à votre fortune comme il l'avait prévu, mais il a également transféré légalement une partie de ses propres biens à vous. Comment ça ? En créant la société MTC dans le but spécifique de dissimuler des biens détournés, mais en enregistrant certaines propriétés comme acquises pendant le mariage sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquets, il a généré une documentation qui vous donne légalement droit à 50% de tous les biens de MTC, y compris ceux qu'il possédait avant de vous connaître. L'ironie était magnifique. L'escroc sophistiqué s'était pris dans son propre piège légal complexe. L'homme qui avait consacré des années à planifier ma ruine financière avait fini, sans le savoir, par renforcer ma position patrimoniale. 6 mois ont passé. Mon traitement progressait positivement, les médecins étant optimistes quant à une rémission complète. Charles, étonnamment, a respecté chaque terme de notre accord. Non seulement il a maintenu mes entreprises en parfait état de fonctionnement, mais il a mis en place des innovations qui ont augmenté la rentabilité
de 22% au 3e trimestre. Richard et 6 de ses associés ont été arrêtés suite à des enquêtes déclenchées par les preuves fournies. La famille portugaise de Charles a été relogée avec de nouvelles identités, les adolescents s'adaptant progressivement à la vie au Brésil. La nuit du réveillon sur l'avenue des Champs-Élysées marquerait la fin de notre étrange partenariat, forcé. J'ai rencontré Charles près du Louvre, où nous avions convenu du transfert final de la gestion des entreprises. Autour de moi, des milliers de personnes vêtues de blanc célébraient l'arrivée de la nouvelle année, indifférentes au drame personnel qui se terminait discrètement au milieu de la foule. Les rapports finaux ont été envoyés à Maître Dubois cet après-midi, a-t-il dit en me remettant une clé USB. Tous les mots de passe, accès et procédures sont documentés. Votre équipe n'aura aucune difficulté à reprendre le contrôle. J'ai accepté l'appareil d'un signe de tête. Et vos plans maintenant? J'exécuterai la peine alternative, convenue avec le procureur. Travaux d'intérêt général et restitution financière pendant 5 ans. Après cela, il a hésité. Je ne sais pas. Recommencer. Honnêtement cette fois. J'ai observé son visage, cherchant des signes du manipulateur que j'avais connu, mais ne trouvant que de la fatigue et une étrange paix. La transformation semblait sincère, bien que je sache qu'avec Charles, les apparences étaient toujours trompeuses. « Savez-vous ce qui est le plus ironique ?» ai-je demandé. Pendant ces mois de traitement, j'ai découvert que l'argent et l'empire que j'ai construit, que vous convoitiez tant, ne signifiaient pas autant que je le pensais. Comment ça? La maladie a une façon particulière de clarifier nos priorités. J'ai réalisé que j'avais passé des décennies à construire une forteresse financière parce que je croyais que cela me protégerait de la vulnérabilité, que je ne serais plus jamais la petite fille pauvre du marais dépendant de la charité des autres. Le compte à rebours pour minuit a commencé autour de nous, des voix s'unissant dans un cœur croissant. « Et qu'avez-vous découvert ?» a-t-il demandé, sincèrement curieux. Que la vraie force ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce qui survit quand nous perdons tout. Que même trahi, manipulé et diagnostiqué d'un cancer, j'ai trouvé en moi une résilience qu'aucune escroquerie ne pourrait ébranler. La foule a explosé de joie lorsque les feux d'artifice ont commencé à illuminer le ciel parisien. Musique, étreinte, champagne débouché partout. Vous n'avez jamais eu besoin de moi ni de personne d'autre pour vous sentir complète, Élise, a dit Charles, sa voix presque perdue dans le bruit de la fête. Cela a toujours été votre plus grande force, et ma plus grande erreur a été de ne pas réaliser que séduire quelqu'un comme vous exigerait plus de vérité que de mensonge. Je ne regrette rien, ai-je répondu avec la sérénité que le temps et la guérison m'avaient apportée. Ni de la douleur, ni des découvertes, ni même d'avoir eu confiance en vous au début. Tout cela m'a amené jusqu'ici. Nous nous sommes dit au revoir sans drame, sans grand geste, juste 2 personnes qui avaient vécu intensément et qui étaient ressorties transformées d'une expérience extraordinaire. Alors que je marchais dans la foule festive, seule mais étrangement pleine, je me suis souvenu du sourire contenu de Maître Dubois lors de cette première réunion, lorsque nous avions découvert l'escroquerie. Il n'a pas souri par moquerie ou pour anticiper la victoire légale. Il a souri parce qu'il a vu en moi, avant même que je puisse le reconnaître, la force qui me permettrait de transformer la pire trahison de ma vie en le plus puissant voyage de découverte de soi. Peut-être que la véritable escroquerie a été contre le destin que d'autres avaient planifié pour moi, un destin de victime que j'ai refusé d'accepter. Le ciel de Paris brillait de promesses multicolores de nouveaux départs. La foule célébrait la nouvelle année avec cet espoir collectif si caractéristique des fins décembre. J'ai tout observé avec la clarté de quelqu'un qui avait survécu non seulement à un cancer, mais à la dissolution et à la reconstruction complète de son identité. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai ouvert le message que j'avais préparé plus tôt, un communiqué à mon équipe de direction concernant des changements structurels dans l'entreprise. Après 3 décennies à la barre, j'étais prête pour quelque chose de nouveau. Pas une retraite, mais une réinvention. Des fondations éducatives. Pour les femmes entrepreneurs, du mentorat pour les jeunes issus de milieux défavorisés, de nouvelles possibilités qui sembleraient auparavant une perte de temps pour la femme d'affaires implacable que j'étais. Charles avait raison sur un point, ai-je pensé en envoyant le message qui changerait le cours des prochaines années. Se réinventer est addictif. La différence est que ma réinvention ne se ferait pas aux dépens des autres, mais comme un héritage pour eux. Alors que la première aube de l'année avançait sur Paris, j'ai marché lentement vers la maison, une femme différente de celle qui, 1 an auparavant, avait trouvé des documents cachés dans le faux plafond d'une armoire. Cette Élise est
morte à un moment donné entre la trahison et la guérison, non pas de manière tragique, mais transformatrice. Et à sa place est apparu quelqu'un de plus complète, de plus vrai et infiniment plus libre.